Коллеги, добрый день. Мы завершаем визит в Доху. Conférence de presse de Sergei Lavrov à l'issue du 22e Forum de Doha. Doha, 7 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous concluons notre visite à Doha, marquée par des rencontres fructueuses avec l'émir de l'État du Qatar ainsi qu'avec le Premier ministre, qui est également ministre des Affaires étrangères. Nous avons mené des discussions approfondies sur l'état de nos relations bilatérales et souligné leur caractère avancé, reposant sur des contacts réguliers entre les dirigeants des deux pays, le président de la Fédération de Russie et l'émir du Qatar. Ces relations se traduisent par de nombreux projets communs, notamment dans le domaine des investissements. À ce titre, l'agence qatarienne d'investissement collabore étroitement avec le Fonds russe d'investissement direct. En matière de commerce, bien que les volumes actuels ne soient pas encore très significatifs, nous avons convenu d'organiser en début d'année prochaine à Doha une réunion de la commission intergouvernementale, dont la prochaine session doit se tenir ici. Notre coopération énergétique, particulièrement dans le cadre du Forum des pays exportateurs de gaz, demeure très productive et a été confirmée comme l'un des axes majeurs de nos projets conjoints. Sur le plan culturel, nous renforçons également nos échanges. En novembre dernier, Doha a accueilli le tournoi de gymnastique rythmique * Jeux célestes *. L'année prochaine, nos amis qataris participeront à l'organisation de plusieurs événements en Russie, parmi lesquels le concours international de chant * Intervision *. Nous avons également abordé les questions régionales, notamment la situation en Palestine, à Gaza, ainsi qu'en Syrie, où les récents événements témoignent d'une escalade significative. Ces derniers jours, une offensive agressive contre les forces gouvernementales a été menée par Hayat Tahrir al-Sham, une organisation reconnue depuis longtemps comme terroriste par le Conseil de sécurité. D'autres groupes d'opposition dispersés se sont joints à cette offensive. Nous partageons avec nos partenaires qataris l'idée qu'il est urgent de cesser les hostilités et d'œuvrer à la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité qui exigent le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'unité de la République arabe syrienne. Nous avons également convenu de l'importance de relancer un dialogue direct entre le gouvernement syrien et les différentes plateformes d'opposition, y compris celle dite de Moscou. Ce sujet a également été au cœur de la réunion trilatérale tenue ici, à Doha, entre les ministres des Affaires étrangères de la Russie, de l'Iran et de la Turquie, dans le cadre du format d'Astana. Lors de cette rencontre, nous avons réaffirmé notre attachement à la résolution 2254, en mettant l'accent sur la préservation de l'unité et de l'intégrité territoriale de la Syrie, ainsi que sur la nécessité d'un dialogue politique. Cependant, cela ne sera possible qu'avec l'arrêt des offensives actuelles des forces d'opposition, y compris celle de Hayat Tahrir al-Sham, qui avance sur le territoire syrien en s'emparant de nouvelles zones. Lors de cette réunion, nous avons invité Geir Pedersen, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, qui partage en grande partie nos préoccupations. Nous avons discuté de la nécessité d'impliquer des acteurs extérieurs influents pour contribuer à l'arrêt des combats et relancer les négociations entre les parties syriennes, gouvernementales et d'opposition. Selon nos informations, l'offensive de Hayat Tahrir al-Sham depuis la zone d'Idlib vers d'autres régions, ainsi que la prise de la ville de Hama et des abords de Homs, a été soigneusement planifiée à l'avance. Il s'agit manifestement d'une tentative de modifier les équilibres sur le terrain. Nous ferons tout pour y faire face, en soutenant les autorités légitimes syriennes tout en favorisant activement la reprise du dialogue avec l'opposition, comme l'exige la résolution 2254. Enfin, lors du forum de Doha, en plus de la question syrienne, qui a occupé une place centrale dans les discussions interactives, nous avons abordé la situation à Gaza et sur les territoires palestiniens, ainsi que la crise ukrainienne. J'ai exposé nos positions bien connues sur ces sujets. Voilà le résumé de mon rapport. Question des journalistes. Question. Quelle est la probabilité d'organiser en Syrie des négociations entre l'opposition et le gouvernement pour mettre en œuvre la résolution 2254? Réponse. La possibilité d'entamer ces négociations dépendra de la volonté des parties concernées. Nous avons déjà lancé un appel en ce sens et continuerons à travailler avec le gouvernement syrien et les différentes plateformes d'opposition. La plateforme de Moscou, par exemple, maintient des contacts réguliers avec nous. Nous sommes également en dialogue avec des représentants de l'opposition basés dans d'autres capitales, notamment à Riyad et à Istanbul. Dans le cadre de notre coopération avec l'Iran et la Turquie, nous avons convenu d'intensifier nos efforts pour mettre fin aux hostilités et relancer le processus de négociation. Concernant la zone de désescalade d'Idlib, nous avons réaffirmé les engagements du format d'Astana, empêcher un renforcement des groupes terroristes comme Hayat Tahrir al-Sham, HTS, anciennement connu sous le nom de Front al-Nusra, et les isoler des éléments de l'opposition non terroriste. Cette tâche reste une priorité.
Question. CNN a récemment offert une tribune à M. Jolani, le leader de HTS. Comment interprétez-vous cela? Réponse. Je n'ai pas vu l'intégralité de l'interview, mais je sais que CNN, une chaîne connue pour ses liens avec l'administration Biden, a diffusé cette intervention. Pourtant, l'administration américaine continue officiellement de considérer HTS comme une organisation terroriste, inscrite sur les listes de l'ONU et des États-Unis. Cette contradiction est pour le moins troublante. Question. Quelle est votre position concernant les troupes étrangères en Syrie? Réponse. Les faits sont clairs, il existe en Syrie deux types de troupes étrangères. Certaines, comme celles des États-Unis, n'ont pas été invitées par le gouvernement légitime de la Syrie, tandis que d'autres y sont présentes à l'invitation des autorités légitimes, dont la légalité n'a jamais été remise en question. Actuellement, la priorité est de mettre fin aux affrontements armés. Question. Comment voyez-vous la situation en Libye et son impact régional? Réponse. La destruction de la Libye par l'intervention de la coalition de l'OTAN, sous l'impulsion de l'administration Obama, a laissé des séquelles profondes. Le pays est devenu un trou noir, un foyer pour les terroristes qui déstabilisent l'Afrique subsaharienne et une source de flux migratoires vers l'Europe. Le problème ne vient pas de nous, mais de ceux qui ont déclenché ces guerres, que ce soit en Libye, en Irak ou en Syrie. Ces actions ont conduit la Syrie à l'état dans lequel elle se trouve actuellement, sans aucune considération des conséquences. Les réfugiés ne fuient pas vers l'Atlantique, mais l'Europe devrait se soucier davantage de cette question. Ces événements montrent à quel point les interventions militaires irresponsables peuvent avoir des conséquences désastreuses, non seulement pour les régions touchées, mais aussi pour l'Europe elle-même. Question. Que pensez-vous des accusations récurrentes d'ingérence russe dans les élections étrangères, comme celle en Roumanie? Réponse. Ces accusations sont absurdes et souvent motivées par des manipulations politiques locales. L'exemple des élections roumaines montre clairement des incohérences. Après avoir validé les résultats du premier tour, le tribunal constitutionnel a fait volte-face sous pression pour les annuler. Ce type de scénario n'est pas nouveau. Nous avons déjà vu des interventions similaires en Ukraine en 2004 ou en Moldavie récemment, où des violations flagrantes des droits des électeurs russophones ont été ignorées pour favoriser des candidats pro-occidentaux. Question. Que pensez-vous de la récente réélection du gouvernement en Géorgie? Réponse. En Géorgie, malgré la présence massive d'observateurs de l'OSCE, les élections ont été jugées légitimes. Pourtant, cela n'a pas empêché certains acteurs occidentaux de critiquer les résultats simplement parce que le gouvernement réélu défend les intérêts nationaux géorgiens. Ces doubles standards sont évidents pour tout observateur objectif. Question. Quelle est votre opinion sur la portée des missiles tactiques russes stationnés en Biélorussie? Réponse. Ces analyses viennent de nos experts militaires. Il est probable que les experts occidentaux évaluent également cette capacité. Ce type de déploiement est avant tout une mesure dissuasive destinée à assurer la sécurité de nos frontières et à répondre aux menaces croissantes. Conclusion. Notre priorité en Syrie reste l'arrêt immédiat des combats et la reprise d'un dialogue politique inclusif. Parallèlement, nous continuerons à dénoncer les ingérences étrangères et les doubles standards qui minent la stabilité internationale. Quant aux accusations infondées contre la Russie, elles reflètent plus les fragilités des systèmes politiques occidentaux que notre prétendue influence. Merci pour vos questions.